Bonjour. Alors, Gemara. Alors, en réalité, on est à la Gemara 12b, la page de. Alors, Gemara de Rosh Hashanah, page 12b. On va en fait finir la page 12a, mais c'est la Gemara 12b maintenant, parce qu'il nous reste quasiment une ligne. Voilà, une ligne et demie de la page 12a. Alors, on était en train donc de discuter du sujet sur les légumes. On a donc vu que ces légumes, en réalité, étaient là pour nous enseigner qu'il s'agissait du maaser des légumes et que le premier tishri se fait pour le maaser des légumes. Et donc, on a appris que le maaser des légumes, c'est une ordonnance de type rabbinique et non pas d'oraïta. Et on a donc enseigné une braïta qui nous montrait cela, à savoir que ce n'était pas d'oraïta mais rabbinique. Puis après, on a discuté pour savoir pourquoi, dans quel ordre a été posé, pourquoi est-ce qu'on a d'abord parlé du maaser des légumes avant de parler du maaser habituel, des céréales, qui est d'oraïta. On aurait dû mettre le sujet d'oraïta avant celui des rabbanan, parce que c'est quand même plus important, a priori, la préséance. Et la Gemara nous a répondu que c'était parce que celui qui a écrit la Mishnah voulait tout simplement nous enseigner la chose en premier, parce que c'est ce qui lui est cher d'enseigner. Puis on a commencé à discuter du pluriel. Pourquoi est-ce qu'on a mentionné les hiérakot au pluriel? Pourquoi on a mentionné les maaserot au pluriel? Pour les maaserot au pluriel, on a expliqué qu'il s'agissait en fait du maaser des animaux ou du maaser des légumes, et c'est parce que, enfin des céréales, pardon. Il y a donc deux maaser qui sont cités dans la Torah. C'est pour ça que maaserot est au pluriel, maaser des légumes et maaser des céréales. Mais alors pourquoi hiérakot? Et puis on a expliqué qu'il y avait en fait deux types de hiérakot, et on a un petit peu buté là-dessus. Enfin, moi j'ai un petit peu buté sur ce sujet parce qu'on nous a expliqué qu'il y a deux genres de légumes. Bon. Alors, au final, avec les commentaires, en nous aidant des commentaires, on a compris qu'il s'agissait en fait, on va dire, de quand est-ce que tu finis ta récolte. Parce qu'il y a le moment où tu pourrais récolter, et puis il y a le moment où tu as fini ta récolte. Et ce qui sortait de ce qu'on a étudié, c'est que, enfin, en tout cas dans l'impression que j'ai de ce que j'ai compris, hein, c'est que tant que la récolte n'est pas finie concrètement, c'est-à-dire même si tu peux la goûter, on ne considère pas qu'elle est encore la récolte tant qu'elle n'est pas prête à l'emploi ou prête à la vente. Et donc, tant qu'il n'y a pas le maaser applicable dessus, eh bien, la récolte n'est pas vraiment finie. Et alors, ça dépendra donc de l'année où tu vas décider de la récolte. Parce que tu peux goûter un certain genre de légumes avant Rosh Hashanah, par exemple. Et quand tu finis Rosh Hashanah et que tu vas, après Rosh Hashanah, faire ta récolte finale, tu vas la finaliser, tu vas la terminer, eh bien, il y aura eu un petit peu ce que tu auras prélevé avant et ce que tu auras prélevé rien seront différents. Donc, on a deux genres de légumes. C'est compris comme ça. Bon. Il y a une autre manière de concevoir la chose. On avait l'impression ici qu'il donnait l'exemple de deux types de légumes. Les légumes que tu peux mettre en forme d'épi, que tu vas mettre en botte, et puis les légumes que tu peux mettre sous forme de récipient, c'est-à-dire que tu vas récolter dans des récipients. Et tout ça, on parle de choses qui ne sont pas les céréales, a priori. Hein, attention, hein, puisque les céréales, on a vu, il s'agissait d'autre chose. Quoique, est-ce que ça concernait les céréales? J'ai pas l'impression qu'ils parlaient des céréales. Ils insistent pour parler de légumes et pas du tout de céréales, même dans les commentaires. Ce qui semble logique, puisque maaserot, on a dit que ça concernait le maaser des céréales. Donc non, ici, hiérakot, c'est vraiment pour toutes sortes de choses qui ne seraient pas des céréales. Et donc, il y a deux genres de légumes. Celui qui se termine dans des récipients, en boîte pour le coup, et ceux qui se terminent en botte. Hein, ce qui se termine en botte et ce qui se termine en boîte au final. On pourrait le dire, la vérité. Alors, la suite, donc, maintenant, de cette page 12a, et on va enchaîner à la page 12b immédiatement. Donc, la Gemara nous cite une braïta. Elle expose, en fait, les conséquences de l'attribution d'une année de récolte à un légume. Donc, bon, ça, c'est le préambule, et on va apprendre directement. Alors, les sages ont enseigné dans une braïta, Tanour Rabbanan, Liket Yarak Erev Rosh Hashanah Ad Shelo Tavo Hashemesh. Quelqu'un qui aurait cueilli un légume la veille de Rosh Hashanah avant que le soleil ne se couche. Vechazar, Veliket. Et on a de nouveau cueilli. Hein, donc on est vraiment dans le cas, quelque part, on parlait de ces deux légumes. Hein, voilà, peut-être c'est de ça vraiment que va nous parler en fait la braïta suivante. Donc on a cueilli la veille de Rosh Hashanah jusqu'à ce que le soleil se couche, avant que le soleil se couche. Et puis après Rosh Hashanah, on revient pour cueillir la suite. Alors, une minute.
vechazar veliket. Et on a de nouveau cueilli, c'est plus fort que ça, mishetavo hashemesh, après que le soleil ne soit couché et que Rosh Hashanah ait commencé. Alors c'est bizarre. D'accord, voilà, il explique. Alors je disais pourquoi c'est bizarre, parce qu'on n'a pas le droit de cueillir à Rosh Hashanah. À Yom Tov, c'est interdit de cueillir autant qu'à Shabbat. Donc ça me paraissait bizarre, et là il y a écrit en bas, il n'a évidemment pas pu cueillir les légumes lui-même à Rosh Hashanah, c'est plutôt un non-juif qui les a cueillis pour lui, donc il a des employés, et avec tout un système qui permet à l'employé non-juif de travailler pendant Shabbat, lui, il a le droit de travailler pendant Shabbat, l'employé. Ça lui fait gagner son salaire, eh bien cet employé qui n'est pas juif, il a cueilli après. Mais c'est une cueillette qui appartient, c'est un champ qui appartient à un propriétaire juif. Et voilà qu'il y a eu une cueillette qui s'est faite avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil, donc avant que ne commence Rosh Hashanah, et donc il a fait une pause, et quand il est revenu après que le soleil ne se soit couché. De sorte que le légume, donc, maintenant que la cueillette a été faite après, a priori, ça appartient à la récolte qui vient dans la nouvelle année, l'année en cours, la nouvelle année qui vient de démarrer avec Rosh Hashanah. Alors, on continue la braïta. En tormin ou maaserin misé, alze. On ne peut pas prélever la terouma et le maaser de l'un pour l'autre. Les fiches en tormin ou maaserin, parce que l'on ne peut pas prélever la terouma ou le maaser, lo min hachadash al hayashan, ni de la nouvelle pour l'ancienne, velo min hayashan al hachadash, et ni de l'ancienne pour la nouvelle. Donc on voit en fait le cas qu'on avait dit dans le commentaire de la vidéo d'avant, à savoir que Rosh Hashanah, véritablement, c'est une sorte de point d'ancrage qui permet de dire qu'est-ce qui est la récolte d'avant et qu'est-ce qui est la récolte d'après. Donc on est le jour même de Rosh Hashanah, il te dit, à une heure près, avant le coucher de soleil, après le coucher de soleil. Avant le coucher de soleil, ce qui a été cueilli appartient à l'ancienne récolte. Donc ça c'est avant le coucher de soleil. Après le coucher de soleil, ça appartient à la récolte en cours de l'année, en cours, la nouvelle année. Et la braïta ne se termine pas là. La braïta ne se termine pas là, elle continue et elle dit ceci. Im haïta shniya nichneset la shlishit. Alors, si ceci, le moment où ça a eu lieu, correspondait à la deuxième, entrant dans la troisième. Alors, de quoi on parle? On parle de la Shemitah, nous dit le commentateur. Shineya Maaser Rishon ou Maaser Sheni. La deuxième, c'est le Maaser Rishon et le Maaser Sheni. Shlishit, Maaser Rishon ou Maaser Ani. Et la troisième, ce sera le Maaser Rishon et le Maaser Ani. Alors, le Maaser, on va devoir expliquer comme il faut ces choses-là. D'accord? Alors, il faut savoir qu'il y a trois noms au Maaser. Il y a le Maaser Rishon, c'est celui qu'on donnait aux Lévi. Le Maaser Sheni, je ne me rappelle plus très bien, on va le voir. Et le Maaser Ani, évidemment, c'est celui pour les pauvres. Ani veut dire pauvre, donc c'est facile à traduire. C'est le deuxième Maaser. Alors, qu'est-ce que c'est que le Maaser Sheni? Alors, le Maaser Sheni, c'est la deuxième dîme qui se consommait à Jérusalem, ou qu'on devait racheter moyennant une somme qui doit être emportée à Jérusalem et dépensée en nourriture consommée sur place. Donc le Maaser Sheni, c'est un deuxième dixième que tu prélèves qui servait à être utilisé à Jérusalem. Une sorte d'économie que tu dois faire pour aller en vacances à Jérusalem, pour aller là-bas et dépenser l'argent que tu auras gagné par ce Maaser, par l'argent que tu as réussi à gagner ici. Ok, donc Maaser Rishon, c'était pour le Lévi, et enfin le Maaser Ani, c'est une Maaser qui se donnait aux pauvres et qui va remplacer le Maaser Sheni. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans cette braïta en tout cas, qu'on a donc trois Maaser, et que selon les années par rapport à la Shemitah, soit, alors le Maaser Rishon il reste ce qu'il est, mais quand tu rentres, donc si je relis, donc vous avez cette idée, il y a un deuxième Maaser qui doit être emporté à Jérusalem pour aller le dépenser là-bas, et il y a le Maaser Ani
Et quand tu ne faisais pas le Maaser Ani, c'était le Maaser Sheni. Quand tu ne faisais pas le Maaser Sheni, c'était le Maaser Ani. C'est-à-dire qu'en fait, la place du Maaser Sheni, on prélève une deuxième fois, tout le temps. Mais des fois, ce Maaser Sheni, en fait, revenait dans ta poche, mais qui devait être dépensé à Jérusalem. Et des fois, elle sortait de ta poche, à savoir qu'elle devait être donnée aux pauvres. Alors, dépenser à Jérusalem, tu peux faire ce que tu veux avec à Jérusalem, mais il faut aller le dépenser à Jérusalem, tu ne peux pas faire autrement. Bon. Alors, relisons ce commentateur qui nous explique un peu tout, et on revient sur notre braïta pour que ce soit bien clair. Donc, la terouma et le maaser d'une récolte de l'an passé sont à prélever sur les légumes cueillis l'an passé, tandis que le tarouma et le maaser d'une récolte de l'année en cours sont à prélever sur les légumes cueillis cette année. C'est ce qu'on avait vu dans la note qu'on avait expliquée dans la vidéo d'avant, et finalement qu'on retrouve dans cette braïta. Donc, tout ce qui est prélèvement doit être fait selon les années. Il y a une année précise, le point de départ c'est Rosh Hashanah, et on voit même que le jour même de Rosh Hashanah, du moins la veille de Rosh Hashanah, ce qui est prélevé avant le coucher du soleil, c'est l'année d'avant, ce qui est prélevé après le coucher du soleil, c'est l'année d'après, c'est l'année en cours. Et donc, Terouma et Maaser sont prélevés séparément par rapport à ce qui a été récolté jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, c'est séparé, tout ça c'est séparé. Alors, on répète la braïta qui correspond à celle qui est un peu la nouveauté, qui est un peu difficile. Donc, si le moment qui correspond à la deuxième année du cycle de la Shemitah, on entre dans la troisième. Alors, le légume cueilli en cours de la deuxième année, c'est-à-dire avant Rosh Hashanah, est soumis aux lois des Maaser Rishon et Maaser Sheni. Et la Shlishit, Maaser Rishon ou Maaser Ani. Et ce qui est cueilli dans la troisième année, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, donc après le coucher du soleil, c'est soumis aux lois des Maaser Rishon et Maaser Ani. Bon, c'est tout bête en fait. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en réalité que quand tu rentres dans la deuxième année à Rosh Hashanah, on considère tout simplement que tu rentres dans ta troisième année. C'est tout simple. Et ce qui sera prélevé avant, on y applique les règles de la deuxième année. Et ce qui sera prélevé après, on y applique les règles de la troisième année. Il n'y a rien de particulier. C'est-à-dire en gros, le temps du Maaser et le temps de la Shemitah sont les mêmes. Et en fonction des années de Shemitah, eh bien, à propos en tout cas du Maaser, parce que le Maaser Rishon c'est le même pour les deux, hein, que ce soit la première année, deuxième année, troisième année, Maaser Rishon, il reste Maaser Rishon, tu dois prélever un dixième pour le Lévi. C'est juste le deuxième dixième qui est à prélever. Le deuxième dixième qui est à prélever, si tu es dans ta deuxième année, il est pour toi, mais à dépenser obligatoirement à Jérusalem. Sinon, qu'est-ce qu'on en faisait? Bon, ça, on verra peut-être ailleurs. Mais le Maaser Ani, c'est en la troisième année. Si tu rentres dans ta troisième année, donc si tu dépasses Rosh Hashanah, tu comptes ce qui vient pour ce qui est de la troisième année. Voilà, tout simplement. Ça n'est pas si compliqué. Ce qu'on apprend de nouveau ici, c'est juste des nouvelles règles sur ces trois Maaser. Que le Maaser Rishon s'applique chaque année tout le temps de la même façon. Le Maaser Sheni, si on est dans la deuxième année, on prévèle une deuxième fois pour aller à Jérusalem. Et le Maaser de la troisième année doit se prélever pour les pauvres. Donc on a trois Maaser. Maaser Rishon, Maaser Sheni, deuxième prélèvement à la deuxième année. Maaser Ani, un deuxième prélèvement dans la troisième année. En tout cas, Rosh Hashanah, encore une fois, avant le coucher du soleil, tu es dans la deuxième année, après le coucher du soleil, tu es dans la troisième année. Et ce qui doit être prélevé, ce qui est prélevé doit être calculé spécifiquement sur ce qui a été avant le coucher du soleil de Rosh Hashanah, et ce qui est prélevé doit être spécifique à ce qui a été prélevé après pour la troisième année. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça n'est pas si compliqué. Donc on peut lire le commentaire, mais il va nous répéter ce qu'on vient de dire, je pense. Je pense que, voilà, en fait. Alors oui, ce qu'il nous dit ici, c'est que, voilà, on a un problème avec le Maaser Sheni, qui doit être cueilli, en fait, en tout cas, qui doit être prélevé, par exemple, donc on a dit, le Maaser Sheni, c'est un prélèvement pour Jérusalem. Et le Maaser Ani, par contre, c'est un prélèvement qui ne va pas jusqu'à Jérusalem. Donc ça implique quoi? Ça implique qu'il faut être bien précis dans les calculs que tu fais dans ton champ, quoi, et dans ton Maaser, parce que le Maaser des pauvres, au fond,
tu peux le donner à qui tu veux, quand tu veux. Mais le Maaser Sheni, c'est une autre histoire. Et il ne fallait pas qu'il y ait de la récolte du Maaser Sheni qui se retrouve chez les pauvres, par exemple, parce que ce n'est pas le bon découpage. Donc il fallait être assez précis, en fait. Il fallait faire attention à ce qui pousse avant et après Rosh Hashanah, quoi. Voilà, c'est ce que on ne mélange pas les Maaser, hein, c'est ça l'essentiel du message. Donc il dit ici, il est nécessaire de déterminer à quelle année de récolte appartient un légume, pour deux raisons. D'une part, on ne doit prélever la dîme des légumes d'une année que sur des légumes de l'année en question. Donc là, on ne parle pas simplement de choses qu'on a transformées en valeur d'argent, hein, on parle de choses concrètes. Hein. Il y a des légumes, ces légumes, voilà, il y a un prélèvement qui est fait, ce légume, je ne peux pas le manger. Il est prélevé, il n'est immangeable pour le propriétaire, il doit être donné. Alors soit on le transforme en argent pour le Maaser Sheni qui doit être donné qui doit être envoyé à Jérusalem, ou alors je les prends avec moi à Jérusalem et je les mange là-bas, soit le Maaser et le Maaser Ani. Et je ne peux pas faire en sorte que ce Maaser, ce poivron que j'ai récolté, devienne pour les pauvres alors qu'il était récolté avant Rosh Hashanah et donc il appartient à Jérusalem en quelque sorte. Donc d'autre part, il importe de savoir si c'est le Maaser Sheni ou le Maaser Ani qui est en vigueur. La Braïta nous enseigne que le mode de détermination est le même ici. Cueilli avant Rosh Hashanah, le légume appartient à la récolte de l'an passé. Cueilli après Rosh Hashanah, il appartient à la récolte de l'année nouvelle. Bon, c'est tout simple, hein, voilà. Ce qui précède ne prévaut que pour les légumes, comme nous verrons plus loin. Quant aux fruits et aux céréales, ils obéissent à des critères quelque peu différents. Ah, voilà la raison de tout ça. C'est entre parenthèses dans le commentaire, mais apparemment, il va y avoir des différences entre le légume simple, quoi, celui qu'on a dit qui vient des Rabbanan, et ce qui est strict de la Torah, à savoir les céréales. Et on va voir tout ça. Et les fruits. Alors, l'Agmara va maintenant procéder à ce qu'on appelle une digression en français, c'est-à-dire qu'on va un peu s'éloigner du sujet. Et on va ne discuter que de ça maintenant. Alors, d'où savons-nous cela? Alors, on vient de parler de quoi? On vient de parler du Maaser Sheni et du Maaser Ani. Donc, la troisième et la sixième année du cycle de Shemitah, on ne doit pas prélever le Maaser Sheni. D'accord? C'est le Maaser Ani. Alors, on va discuter finalement des lois du Maaser. Alors, Maaser Rishon, c'était le plus simple parce que c'est chaque année. Alors, chaque année, sauf que dans le commentaire ici, ils écrivent que l'année de Shemitah, il n'y a pas de Maaser. Ni Teruma, ni Maaser en vigueur. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre une chose. Chaque année, les années sont regroupées en cycles de 7, qui sont les années de Shemitah. L'année de Shemitah, il n'y a pas de récolte, théorique. On peut consommer sur place des choses si on veut, mais il n'y a pas de récolte. Et donc, il n'y a pas de Maaser. Puisqu'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de Maaser. C'est tout simple. Et il n'y a pas de Teruma non plus. La Teruma, c'est ce qu'on donnait au Kohen. Hein. On choisissait les meilleurs fruits, les choses qu'on donnait au Kohen. Donc, il n'y a pas de récolte. Maintenant, de ce que nous dit le commentateur ici, et on va discuter de ça tout de suite, il y a une obligation de prélever le Maaser Sheni et le Maaser Ani. Le Maaser Sheni se faisait donc, se faisait quand? Se faisait la deuxième année et la quatrième année, et le Maaser Ani se faisait la troisième année et la sixième année. Et la minute. Alors, je ne sais, on va revoir ça, je viens de me tromper, très bien, magnifique. Alors, je reprends. L'obligation de prélever le Maaser Ani, la troisième et la sixième année apparaît explicitement dans la Torah. En fait, on va lire le passage de la Torah, c'est dans le Deutéronome chapitre 26 verset 12 qui dit la chose suivante. Quand tu auras fini de prélever chaque dîme de ta récolte, donc le Maaser, de la troisième année, l'année de la dîme, tu donneras aux Lévis, aux prosélytes, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront dans tes villes et seront rassasiés. Donc, on voit quoi? Que la troisième année, on doit prélever pour la veuve, l'orphelin et le prosélyte, enfin pour ceux qu'on considère ici comme pauvres en fait. Le Ani regroupe un peu tout ça. Le verset déclare sans équivoque que tous les 3 ans, donc lors de la troisième année, ça implique un cycle de 3 ans. Donc quand tu arrives à la troisième année, systématiquement, le deuxième prélèvement que tu vas faire, quand tu as fini de prélever la dîme,
c'est-à-dire l'imam videur qui est celui du Maaser Rishon, donc au cours des 6 ans, d'accord, eh bien la 3e année et donc la 6e année, il faut le donner aux pauvres. La Gemara va demander d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas aussi une obligation de prélever le Maaser Sheni ces années-là, en fait. Voilà la question qui est là. Parce que ce qui a été dit entre les lignes dans la Braïta, ici, quelque part, c'est que justement, on voit que le Maaser Sheni n'est pas donné à la 3e année, et donc la 6e, dans le cycle de 3, quoi. Et c'est à ça que va répondre notre Gemara. C'est la Gemara ce que pose comme question. D'où savons-nous cela? Répond à la question de savoir pourquoi le Maaser Sheni n'est pas donné à la 3e année. Donc en fait, c'est une réaction immédiate à la dernière ligne de notre Braïta. Pour avoir une idée de comment c'est construit. En fait, ici, voilà, la digression, elle vient sur la dernière ligne de cette Braïta. On lui a donné une grande Braïta. D'habitude, on démarre une analyse de Braïta en revenant sur le début de la Braïta. Mais là, il s'intéresse finalement à la dernière ligne de la Braïta. Donc ça veut dire que tout est clair pour le rabbin. Donc d'où est-ce qu'on sait cela? Amar Rabbi Yoshua ben Lévi. Rabbi Yoshua, le fils de Lévi, ben Lévi, pardon, un certain Lévi, a dit Ki techale la'aser et kol ma'aser tevoa techa bashana shelishit shanat ha'ma'aser. Donc c'est le verset qu'on vient de citer en fait. La Torah nous dit donc dans ce verset qu'on a donné dans le commentaire précédent, quand tu auras terminé de prélever chaque dîme de ta récolte au cours de la 3e année, l'année de la dîme. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a écrit l'année de la dîme. De quelle dîme il s'agit? On voit une dîme particulière. Shana she'en ba'ela ma'aser echad. C'est-à-dire une année dans laquelle il n'y aura qu'un seul année. Donc tu fais un cycle où il y a plusieurs dîmes. Première année, deuxième année. Donc il y a des dîmes. Et voilà l'année où il n'y a pas de dîme. C'est cette année-là. Et on appelle ça donc le Maaser Sheni. Donc il s'agit d'années soumises à une seule dîme au lieu des deux, à savoir le Maaser Rishon et Sheni. D'accord? Alors, Haketzad, Maaser Rishon ou Maaser Ani. Ce sera donc le Maaser Rishon et Maaser Ani. Ou Maaser Sheni, Batel. Et le Maaser Sheni a été annulé. Donc c'est le 2e Maaser qu'il faut aller manger jusqu'à Jérusalem. Donc les deux dîmes, alors commentaire là-dessus. Les deux dîmes en vigueur des autres années, le Maaser Rishon et le Maaser Sheni, une seule, le Maaser Rishon, s'applique à la 3e année, et la 6e année, le Maaser Sheni cède la place au Maaser Ani qui sera donc remis au pauvre. Donc on a bien, en fait, 2 Maaser apparemment, chaque année. C'est juste la 3e année, on annule le Maaser Sheni qui est remplacé pour le Maaser pour les pauvres. Oh et non, ou peut-être que non. Et là, Af Maaser Rishon Nami Batel, mais peut-être que le Maaser Rishon doit être aussi annulé, puisqu'il utilise un singulier. Donc il devrait y avoir qu'un seul Maaser, puisque Maaser Ani c'est aussi un Maaser. Donc puisqu'on l'utilise au singulier théoriquement, il ne devrait y avoir qu'un seul Maaser. Et donc même le Maaser Rishon aurait dû être annulé, et il ne resterait alors que le Maaser Ani. Talmud Lomar, ve'el aleviim tedaber ve'amarta aliyem ki tikru me'ed beni Israël et Maaser asher natati lachem me'itam benachalatchem. Mais il y a écrit dans un autre verset de la Torah, d'ailleurs je me rappelle avoir lu il n'y a pas longtemps, donc ça doit être pas loin de la paracha qu'on a lu, donc on est probablement dans Bamidbar, c'est bien ça, et les nombres au chapitre 26, je crois que c'est dans Shelach Lecha, si je ne me trompe pas. Ou Shelach Lecha ou Korach. Non, c'est Shelach Lecha, je pense. Ou celle d'avant. Enfin, c'est une de ces 3 parachas qui se chevauchent. Alors, Ve'el aleviim tedaber ve'amarta aliyem ki tikru me'ed ben Israël et Maaser asher nati lachem me'itam benachalatchem. Il est écrit dans la Torah la chose suivante. Donc, dans les nombres, chapitre 36, quelque part là-bas. Non, chapitre 18, verset 26. Il n'y avait pas de chapitre 36. Pardon, j'ai mal vu. Et tu parleras aux Lévites, et tu leur diras, quand vous prendrez des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée de leur part pour votre héritage. Hikshu akatu lenachala. L'Écriture compare ici le Maaser Rishon à un héritage. Manachala en la hefsek. Et un héritage, il n'y a pas de pause dans un héritage.
D'accord? Quand tu hérites d'un terrain, tu ne vas pas l'hériter pendant, je sais pas, 2 ans, et puis après, c'est pas une location, c'est à toi, ça t'appartient. Donc, quand on parle d'un héritage, ici le maaser, dans le verset qu'on a cité, hein, je répète le verset, et tu parleras aux Lévites en leur disant, et tu leur diras, quand vous prendrez des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée, donc le maaser rishon, de leur part, pour votre héritage. Donc il s'agit d'un héritage, et l'héritage, ça ne s'arrête pas à une année particulière, il n'y a pas une date limite dans un héritage. C'est ce qui leur appartient. Et donc comme il n'y a pas de date limite, sur mon cycle de 7 ans, c'est à eux et c'est tout. Donc l'écriture compare le maaser rishon à un héritage. Donc de même que l'héritage n'a pas d'interruption, manachala en la efsek, af maaser rishon en lo efsek. Alors le maaser rishon n'a pas d'interruption. Alors on peut tout de suite objecter, hein, sans aller plus loin, qu'on a dit que la 7e année, il n'y a pas de maaser qu'on prélève. Alors là, l'héritage, il s'arrête. Alors on peut répondre sans aller chercher des commentateurs à droite à gauche. Très simplement, est-ce que ça suffira, mais on peut répondre simplement en disant, bah, on a vu qu'il n'y a pas de récolte non plus. C'est-à-dire que quelque part, quand on parle de Nachala, même pour ceux qui ont hérité d'un morceau de terre, ce morceau de terre, quand il hérite d'une terre, c'est pour pouvoir y faire pousser quelque chose. C'est pas juste pour y habiter, c'est pour y faire pousser quelque chose. Hein? L'idée de l'héritage de la terre dans la Torah, quand les enfants d'Israël arrivent en terre d'Israël, il y a une notion d'héritage au niveau de ce que tu vas y faire pousser aussi. Et au fond, quand on partage cet héritage avec les Lévis en leur donnant le maaser rishon, eh bien, d'une certaine manière, leur héritage, c'est-à-dire ils ne vont pas travailler la terre, mais ils vont obtenir quand même quelques récoltes de cette terre. Et au fond, puisque même Monsieur Tout-le-Monde en Israël qui a reçu le terrain en héritage a l'obligation d'arrêter de récolter, eh ben, de la même manière, il ne peut pas faire un prélèvement sur quelque chose qu'il n'a pas le droit de récolter. Donc il n'y a pas de maaser rishon la 7e année, tout simplement pendant la Shemitah. Voilà, on pourrait dire ça. Alors on va voir quand même les commentaires. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? L'héritage se perpétue indéfiniment sans interruption, même quand quelqu'un décède sans enfant, l'héritage trouve un autre chemin et remonte au père du défunt. Et s'il n'est plus de ce monde, par le biais du père, aux frères, aux sœurs, etc. Et même s'il n'y a plus de frères ni de sœurs, l'héritage remonte au grand-père du défunt, et s'il n'est plus de ce monde, par le biais du grand-père, les cousins, etc. Donc, il n'y a pas de... Hein, l'héritage ne s'arrête jamais, c'est ça ce que ça voulait dire. Sauf si, alors là, tu extermines tout le monde, hein, et là, alors là, il y a évidemment... alors, mais c'est un autre problème. C'est un problème que les Juifs ont, puisqu'il y a toujours eu cette tentative contre eux, mais ça c'est pour jeter un petit froid. Mais nous dit Rashi que l'héritage ne s'interrompt jamais, parce que, quelle que soit la personne qui a été tuée, malheureusement, eh bien, tu peux chercher quand même à retrouver à qui appartient. Voilà comment ça fonctionne. Alors, le dernier truc à propos de la Shemitah, donc excepté bien sûr au cours de l'année de Shemitah elle-même, bon bah ça c'est ce que je vous avais dit, très bien, avec une petite explication pourquoi pas. La Gemara nous cite une braïta qui fait l'écho à un commentaire, à ce commentaire-là, hein, le dernier. Qu'est-ce qu'il dit? Tanya, Nami Achi. Alors, Tanya Idach, alors on a encore des parenthèses, ça veut dire qu'il existe plusieurs versions de Gemara ici. On ne va pas discuter de ce point, c'est toujours assez embêtant. On va se mettre d'accord, on va juste lire ce qui est écrit devant moi. Hein. Il a été enseigné de nous-mêmes, n'importe quoi. Alors, il a été enseigné de même quand, dans une braïta. Pardon, alors vraiment, je l'ai mal lu. Donc, il a été enseigné la même chose, quoi, dans une braïta, à savoir, qui techale la aser vegove. À propos du verset de la Torah, hein, quand il y a écrit, quand tu auras terminé de prélever la dîme, etc. Donc, l'année de la dîme, de prélever la dîme avec le singulier. D'accord? Qu'est-ce que nous dit cette braïta? Shana she'enba ela maaser echad. Une année soumise à une seule dîme. Haketzad, comment c'est possible? Maaser rishon ou maaser ani. Elle est soumise au maaser rishon et maaser ani. Ou maaser sheni yibatel. Et le maaser sheni est annulé. Yachol af maaser rishon nami yibatel. On aurait pu croire que le maaser rishon est aussi annulé. Uva Alevi, Talmud Lomar. Talmud Lomar, Uva Alevi, comme il est enseigné, il y a écrit Uva Alevi, la Torah enseigne, au terme de 3 ans, tu prendras chaque dîme de la récolte et viendra le Lévi, et ils le mangeront, ils seront rassasiés. Ce qui suggère, alors il y a un autre verset,
qui est cité, le verset du chapitre 14 dans le Deutéronome, dans Devarim, au verset 28 et 29, qui dit la chose suivante. Au terme de 3 ans, tu prendras chaque dîme de ta récolte, etc. Et viendra le Lévi, c'est le morceau qui a été choisi par la Braïta, et ils mangeront et se rassasieront et seront rassasiés. Puisqu'ils vont venir et manger, et qu'il vient, le Lévi vient pourquoi en général? Il vient pour prendre ce qui lui revient. D'accord? Kol Zeman Sheba Ten Lo. Toutes les fois où il doit venir, tu dois lui donner, nous dit la Braïta. Il doit donner quoi? Le Maaser. Donc en fait, le passage de la Torah qui dit comme ça où va Lévi et vient le Lévi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il vient, y compris donc, nous dit le commentaire, la 3e année, dont nous parle le verset, y compris quand il n'est pas pauvre, et donc il n'a pas le droit au Maaser Ani, mais il est en droit de revendiquer le Maaser Rishon dans sa qualité de Lévi. Il a le droit de prendre le Maaser. Dit vrai Rabbi Yehuda. C'est les paroles de Rabbi Yehuda. Ce qu'on vient de citer, c'était Rabbi Yehuda qui nous le disait. Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il dit, Omer, et notre sarir, que cette déduction n'était pas nécessaire en fait. On n'avait pas besoin du 2e verset. Haré ou Omer, parce qu'il est dit, Aleveim tedaber v'amartaliem kitikrum et ben Israël et maaser asher nati lachem eitam benachalatchem. Donc en fait, on rebondit sur ce qu'a dit la Gemara. Il y a une braïta qu'il avait déjà dit, et c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui nous dit qu'on n'avait pas besoin du verset où il y a écrit où va à Lévi, et viendra le Lévi pour prendre ce qui lui est de droit. Parce qu'il est écrit, notre passage dont on a cité tout à l'heure, la Torah, qui dit la chose suivante, car il est dit, et tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous prendrez des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée en leur part pour votre héritage, hikshu akatuv le nachala. L'écriture a rendu difficile l'idée par rapport à l'héritage. Ce qui veut dire, elle a renforcé l'idée d'héritage. Donc l'écriture compare, je te donne la traduction, le Maaser Rishon à un héritage, Manachala en laefsek. Or, de même que l'héritage n'a pas d'interruption, Af Maaser Rishon en laefsek. De même, le Maaser Rishon n'a pas d'interruption, mais est reçu par le Lévi chaque année du cycle de Shemitah. Cette déduction de Rabbi Eliezer ben Yaakov est en fait identique à celle qu'on avait présentée par Rabbi Yoshua ben Lévi. Donc on a un rabbin qui fait partie d'une génération vers entre l'an 200 et 600, qui a eu le même raisonnement du rabbin qui a donné son raisonnement et qui appartenait à une génération qui appartenait, on va dire, entre moins 200 et plus 200. Donc on a 2 rabbins séparés de 300, 400 ans d'époque, plus ou moins, selon, je n'ai pas les dates précises des années des uns des autres, mais un, il appartient à une braïta, donc c'est vers moins 200 plus 200, un, il appartient aux Amora, à la Gemara, donc c'est vers l'an 200 à jusque l'an 600, d'accord? Donc on a entre 2 et 400 ans de différence, et qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils ont le même raisonnement, c'est beau quand même. Voilà ce que voulait nous dire la Gemara, à savoir que la Gemara, finalement le rabbin de la Gemara a tout simplement eu le même raisonnement que celui de la Braïta. Et de toute façon, notre Braïta nous a apporté un nouvel argument, celui de Rabbi Yehuda, qui nous a apporté l'idée de Uva à Lévi, et viendra le Lévi, sous-entendu, s'il vient, c'est pour prendre ce qu'on lui doit, et on voit qu'il vient même la 3e année récupérer ce qu'il lui doit. Donc Maaser Rishon, il est chaque année, et on ne l'enlève jamais. Donc quand on parle de l'année singulière dans notre verset, à savoir d'une seule année, où il n'y a pas de Maaser, on ne parle pas du Maaser Rishon qui est tout le temps présent, mais du Maaser Sheni simplement, qui n'est pas présent la 3e année et qui revient donc aux pauvres, qui est un Maaser qu'on va prélever pour les pauvres. Alors la Gemara va reprendre l'analyse de notre Braïta principale. On avait parlé dans cette Braïta qu'on avait analysée en ne citant que 3 mots, Vele Yerakot, Vele Maaserot, et les Nedarim. D'accord? Si je reviens à notre Braïta qu'on avait démarré, qui a démarré un peu toute cette discussion, on avait pris une Braïta dans la page 12a, vers le milieu, donc au début de la vidéo d'avant, qui disait l'Irako Tulma Aserot ou le Nedarim, et donc on va revenir sur les Nedarim, et ça je vous le laisse pour une autre vidéo. À la prochaine.